Il est 10 heures à Paris. On est ensemble pour une heure de discussion et de débat consacrée aujourd'hui au cinquantenaire de la mort de Franco. Mais d'abord, les titres de l'actualité internationale avec à la une ce revirement de Donald Trump sur le dossier Epstein. Le président américain a finalement signé une loi pour rendre publics tous les documents liés à l'affaire. Mais le flou demeure sur l'étendue des révélations à attendre. L'affaire tentaculaire hante les États-Unis depuis près de 20 ans. À la une également, la bande de Gaza, à nouveau sous les bombes, malgré la trêve. La défense civile annonce 3 morts ce matin. Hier, 27 personnes ont été tuées dans des frappes aériennes selon les autorités locales. Israël et le Hamas s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu. Il est entré en vigueur le 10 octobre dernier. Et puis 50 ans donc après la mort de Franco, la mémoire du dictateur continue de fracturer l'Espagne. 4 décennies de terreur dont les crimes n'ont jamais été jugés, qui hantent encore les débats et qui nourrissent l'extrême droite. Un demi-siècle plus tard, que faire des symboles du franquisme qui persistent dans l'espace public? On en parle pendant les 45 prochaines minutes avec Pierre Salmon. Avec nous sur ce plateau, maître de conférence à l'École normale supérieure, et avec Maude Petit-Jovet, notre correspondante à Madrid. Bienvenue, c'est Parlons-en. C'était il y a 50 ans, jour pour jour, le 20 novembre 1975. Le général Franco mourait en Espagne et avec lui 39 années d'une dictature née d'une guerre civile sanglante. Près d'un demi-siècle après sa mort, l'histoire, elle, n'a jamais vraiment été refermée. Pas de travail de mémoire collectif, pas d'enquête officielle, aucun procès. C'est seulement à partir des années 2000 que le pays découvre les fosses communes, les bébés volés et l'ampleur de la répression. Et pourtant, l'image d'un gentil dictateur a continué à prospérer jusque dans les rues. Les monuments, les symboles encore présents aujourd'hui. Qu'en reste-t-il et que faut-il en faire? Pourquoi ces crimes n'ont-ils jamais été jugés? Et comment une démocratie moderne peut-elle continuer à vivre avec ces fantômes? On en parle tout au long de ces 45 minutes avec nos invités. Mais d'abord, on va retrouver notre correspondante à Madrid, Maude Petit-Jovet. Bonjour Maude, c'est une journée sous tension qui s'ouvre en Espagne entre ceux qui commémorent ce cinquantenaire d'une part et ceux qui refusent de le célébrer. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Eh bien, il n'y a aucune célébration officielle d'organiser aujourd'hui. Il n'y aura pas de cérémonie officielle le 20 novembre car nous ne célébrons pas la mort de Franco, mais le début de la fin. Ce sont les mots de Victor Torres, le ministre de la Mémoire démocratique. Seules des célébrations seront donc organisées demain, mais pour célébrer les 50 ans de la restauration de la monarchie en Espagne, au Palais Royal et au Congrès des députés, avec la présence du roi, de la reine, de leur fille et du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Les seules commémorations organisées aujourd'hui le sont par la Fondation nationale Francisco Franco, une fondation qui fait l'apologie du dictateur, pourtant en pleine procédure de dissolution depuis la loi sur la mémoire démocratique entrée en vigueur en 2022. Ces hommages au dictateur auront lieu avec des messes, par exemple une messe à Madrid à 20 h ce soir et d'autres messes dans 13 autres villes espagnoles. Cette division de la mémoire démocratique, elle touche tout le pays. Ce samedi, dans la capitale, il y aura au même moment une manifestation fasciste et une manifestation antifasciste. C'est avec Mathilde Lopinski et Victoria David, nous avons voulu tendre le micro à ces deux visages de l'Espagne et le sujet est toujours très tabou. Lorsque nous parlions avec nos interlocuteurs, ils parlaient un peu moins fort en parlant du fascisme, des fascistes en général. Je vous laisse découvrir le reportage. Des portraits de Franco, une centaine d'objets à la gloire du dictateur, au cœur du marché le plus connu de Madrid. Le vendeur n'a pas souhaité être filmé, mais il l'assure, son stand a beaucoup de succès. On vend beaucoup. En ce moment, avec le gouvernement actuel, les gens achètent beaucoup d'articles. Il y a de plus en plus de jeunes. Et les curieux sont nombreux ce matin-là. Parmi eux, certains nostalgiques comme Antonio. C'est bien, c'est mon histoire. Avec l'âge que j'ai, c'est un bout de mon histoire en fait. Les quelques symboles que j'ai, je les garde avec moi. Je ne les laisse pas à la maison parce qu'il y a une sorte de police politique qui s'est créée et qui présente tous ceux qui portent le drapeau comme des fascistes. Cela fait un demi-siècle que Franco est mort. Pourtant, partout dans le pays, les traces du régime franquiste sont encore bien visibles.
comme cette arche à l'entrée de Madrid, érigée par Franco à la gloire de ses troupes, qui fait polémique. C'est incroyable que ce monument soit toujours là alors qu'il met à l'honneur des idées antidémocratiques. Cette conseillère municipale de gauche fait partie des nombreux élus à réclamer la disparition des symboles de cette ère. À l'intérieur, on voudrait installer des panneaux explicatifs qui parlent de paix et de démocratie. À l'extérieur, il reste encore quelques vestiges du franquisme que nous voulons supprimer. Comme ce blason avec l'aigle, symbole du régime totalitaire. Le gouvernement espagnol s'apprête à publier d'ici quelques semaines une liste d'objets franquistes à retirer de l'espace public. Une mesure insuffisante pour ces Espagnols rassemblés en mémoire des disparus du franquisme. S'il n'y a pas de volonté politique, ils peuvent faire autant de listes qu'ils veulent. Par exemple, on a pu retirer des noms de rues franquistes. Elles ont été supprimées et après, on a pu les remettre. Quelles mesures réparatrices cela va apporter aux victimes? Concrètement, ça va apporter quoi cette liste? C'est très bien de le faire, mais après? Un demi-siècle après Franco, son héritage polarise toute l'Espagne, devenant même un enjeu politique. Aujourd'hui, 20% des Espagnols considèrent que la dictature a été bénéfique pour le pays. Un cinquantenaire, Maud, sur fond de montée de Vox, le premier mouvement d'extrême droite à émerger en Espagne après la fin du franquisme, un parti qui relativise ouvertement l'héritage de la dictature. Qu'est-ce que ça nous dit de l'état du pays aujourd'hui ? Eh bien, il existe une réelle fracture aujourd'hui en Espagne sur cette mémoire de la guerre civile et de la dictature franquiste. Nous le disions aujourd'hui, un peu plus de 20% des Espagnols pensent que cette dictature franquiste a été bénéfique pour le pays. Il faut dire que cette partie de l'histoire est très peu enseignée à l'école et de façon très hétérogène puisque ce sont les régions elles-mêmes qui décident de leur programme et Vox joue là-dessus. Sur les réseaux sociaux, ce sont les moins de 25 ans qui sont ces cibles privilégiées. Vox y affirme que la dictature franquiste a été une période de progrès et de réconciliation. Ces 2 dernières années, Vox a réussi à faire supprimer cette loi de la mémoire démocratique en Aragon et a l'intention de le faire en Cantabrie et à Valence, là où ce sont les régions où il gouverne en coalition avec le parti de droite espagnol. Vox rejette par ailleurs l'étiquette franquiste. Il ne défend pas le franquisme explicitement, mais ne le condamne pas pour autant. Selon un récent sondage, Vox arrive en 3e position après le Parti socialiste espagnol avec 17,2% des intentions de vote, une montée des extrêmes très inquiétante dans ce contexte de carence mémorielle. Petit Jové en direct de Madrid. Merci pour vos explications et bonjour Pierre Salmon, merci d'être avec nous, maître de conférences en histoire contemporaine à l'École normale supérieure. Vous êtes membre de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine, auteur d'un antifascisme de combat, Armée, l'Espagne révolutionnaire aux éditions du Détour. On reviendra sur les enjeux mémoriels tout au long de cette émission. Mais d'abord, on l'a entendu dans ce reportage de notre correspondante à Madrid, 20% des Espagnols qui considèrent que la dictature franquiste a été bénéfique pour le pays. On a un quart aussi des jeunes Espagnols qui préféreraient l'autoritarisme. Ça, c'est une enquête d'El País. Ça paraît assez ahurissant. Il faut peut-être rappeler, avant de commencer ces discussions, ce que c'est que le franquisme. On parle de 500 000 morts. Alors effectivement, d'abord peut-être quelques points de contexte autour du franquisme. Le franquisme est quand même un régime qui a été établi à l'issue de la guerre civile et même pendant cette guerre civile, qui est le résultat d'un coup d'État mené par Franco et surtout d'autres protagonistes, des militaires, des extrêmes droites espagnoles à cette époque, qui ont tout fait pour anéantir la démocratie. C'est une guerre menée contre la démocratie, contre une grande partie du peuple espagnol, contre ce qu'on appelle à l'époque l'anti-Espagne. Et ensuite, cette dictature, grâce à l'aide notamment de l'Allemagne nazie, de l'Italie fasciste, et aussi, on pourrait dire, à l'absence d'aide des démocraties de l'époque, a réussi à se maintenir, a réussi à gagner cette guerre civile et se maintenir pendant 39 années. Donc la dictature s'est transformée, elle n'a pas toujours été totalement fasciste, mais il y a une inspiration fasciste et même nazie très claire au début du régime. Et puis, le régime se transforme, profite aussi de la Seconde Guerre mondiale et ensuite de la guerre froide pour se présenter en garant de l'anticommunisme. Et ça va être une longue dictature. Une dictature de presque 40 ans
une dictature qui va rester longtemps impitoyable. On a souvent expliqué que cette dictature, après, a mis l'accent plutôt sur le développement économique, a amené la démocratie. C'est pas vrai. Jusqu'à la fin, on continue à exécuter, on continue à torturer pendant cette dictature franquiste. Donc voilà ce qu'est le franquisme à très grands traits, évidemment, et une dictature qui a été très sanglante. Vous avez parlé des 500 000 morts de la guerre civile. C'est pendant la guerre, 120 000 exécutions. À l'issue de cette guerre, un peu plus de 30 000 exécutions, sans compter les camps de concentration, les prisons, et puis dans cette politique d'anéantissement de la population, c'est une longue humiliation, une longue loi du vainqueur contre les vaincus. Et ce qu'on dit en Espagne, très clairement, à la radio, dans les médias, en 1939, quand la guerre civile est terminée et gagnée militairement par les franquistes, c'est que la guerre n'est pas terminée. C'est que la guerre va longtemps continuer. Et tout le problème, c'est qu'il y a eu toute une guerre des récits en Espagne qui dure jusqu'à aujourd'hui. Et c'est aussi la raison pour laquelle il y a une résurgence du franquisme aujourd'hui. Peut-être que ça se fonde finalement sur l'ignorance de cette histoire. Oui, effectivement, il y a une longue guerre des récits, il y a une ignorance actuelle, et puis qui peut nous inquiéter parce que le chiffre que vous avez cité, c'est une progression. En fait, il n'y avait pas autant de personnes qui étaient... Il n'y a pas de chiffre officiel, puisqu'il n'y a pas de mémoire oui, officielle, effectivement, de travail de mémoire qui a été effectué. C'est tout le problème. C'est un problème, mais... Il faut comprendre peut-être, et c'est un premier point, que vous avez quand même une politique de mémoire qui est très rapide, qui est celle du régime franquiste lui-même. Le régime franquiste, dès le début, et même la dictature pendant la guerre, s'est établie à écrire cette histoire, à écrire, à légitimer ce soulèvement, ce coup d'État de 1936, à le célébrer, à célébrer cette violence, cette victoire, et puis ensuite à changer, à proposer un autre discours à travers des monuments. On pense à la Baillie de los Caídos, dont on parlera peut-être, qui est un monument assez connu à côté de l'Escorial à Madrid, mais aussi des monuments en l'honneur des différents martyrs. Ceux qui sont appelés les martyrs, ce sont les soldats franquistes tombés pendant la guerre, et évidemment pas les soldats républicains. Et puis, cette mémoire, elle a été établie par d'autres biais. Une littérature officielle, des historiens officiels du régime, et aussi des messes. Donc vous avez des poésies. Enfin, on en trouve, si vous voulez, dans tous les lieux possibles. On parle de vecteurs de mémoire. Et donc le régime a su jouer sur tous ces vecteurs pendant la guerre, après la guerre, et après, ces vecteurs n'ont pas toujours été déconstruits, ont laissé des traces, ont été réactualisés, revitalisés, réutilisés, relus, ce qui explique peut-être en partie soit l'indifférence, ou en tout cas même pour certains le soutien accordé à cette dictature, ce régime qui est mal connu, soutenu, défendu dans une certaine catégorie de la population, une certaine partie de la population. Et notamment les jeunes, puisque là ce sont un quart des jeunes espagnols qui préféreraient l'autoritarisme. On se demande comment on est arrivé là. Alors effectivement, c'est le chiffre le sondage de El País dont vous avez parlé, qui est assez inquiétant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce chiffre qui progresse. On n'avait pas une proportion aussi importante dans les jeunes. Alors déjà, sans le relativiser, mais il faut remettre ce chiffre dans un contexte un peu plus général. Il n'y a malheureusement pas qu'en Espagne, où le rapport à la démocratie s'est un peu affaibli et frité chez les plus jeunes. Donc ça s'explique. Une montée globale de l'extrême droite en Europe. Une montée globale de l'extrême droite et une banalisation, un regard un peu plus clément envers les périodes de la dictature, et puis surtout, plus généralement, d'un consensus antifasciste, au sens propre du terme, du combat en fait antifasciste qui a été mené pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que le combat de la Seconde Guerre mondiale, le consensus qui a été établi à partir de 1945 en Europe et même aux États-Unis, c'est le consensus sur lequel il fallait combattre le nazisme, le fascisme, pour établir nos démocraties. Et ça, ce discours-là commence à être mis en question, à s'effriter, à ne plus forcément remporter l'adhésion chez des catégories les plus jeunes, et notamment chez des jeunes garçons. On le voit dans les sondages en Espagne. Il y a un rapport aussi, un développement de l'extrême droite qui peut toucher certaines catégories de la population. C'est genré, c'est ça que vous voulez dire? C'est assez genré. Le rapport, la défense de la démocratie ou alors de la dictature est quelque chose d'assez genré, et parce que ça dialogue avec ce qu'est l'extrême droite aujourd'hui. Maintenant aussi un discours viriliste, masculiniste, qui fait écho à ce que pouvait être évidemment le franquisme. Et donc on peut le retrouver en Espagne assez clairement avec des blogueurs, des influenceurs d'extrême droite qui jouent sur... Ils ne sont pas seulement des défenseurs du franquisme.
ils sont des d'ailleurs, activistes. Vox n'est pas forcément un défenseur du franquisme, mais il ne se revendique pas du tout de cet héritage-là. Alors Vox va le pas... parti d'extrême droite dont on parlait avec notre Le parti d'extrême droite, fondé dans les années 2010 et qui a vraiment pris son envol à partir de la crise en Espagne autour de l'indépendantisme catalan. Et donc Vox, après, n'est pas forcément un défenseur de Franco, parle très rarement de Franco directement, mais va défendre plutôt le contenu du franquisme. Sans forcément, voilà. Donc, la distinction est un peu mince et assez ténue, mais c'est-à-dire on va dire que, et ça a été très bien expliqué dans le petit reportage d'introduction, que on va dire qu'il y avait un développement économique, on va dire que le franquisme a apporté la démocratie, on va essayer de parler d'une vision positive de la dictature, ce qui est un contresens si vous voulez. Donc ça va aussi emporter l'adhésion. Et ces différents militants influenceurs, ils jouent sur plusieurs catégories, si vous voulez. Ils ne parlent pas du franquisme comme on en parlait dans les années 1930, 1940. Ils parlent du franquisme depuis notre époque, depuis notre actualité. Donc, quand ils parlent du franquisme, c'est aussi une manière d'attaquer les indépendantismes. En Espagne, c'est aussi une manière d'attaquer les mouvements d'émancipation sexuelle. C'est aussi une manière d'attaquer la gauche plus généralement. Et voire même de nourrir. Ça va s'accoler à d'autres discours qui sont des discours climato-sceptiques dans certains cas, ou autres, enfin tous les discours qu'on peut retrouver dans l'extrême droite actuelle. Donc il y a aussi une légende autour de Franco qui se développe. Stéphane Michonneau nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris-Est Créteil. Vous êtes spécialiste donc, de l'histoire de l'Espagne, auteur de Franco, le temps et la légende aux éditions Flammarion. On parlait à l'instant avec votre confrère des enjeux mémoriels autour de la dictature et de ce chiffre ahurissant, 20% des Espagnols qui considèrent que la dictature franquiste a été bénéfique pour le pays. C'est à peine croyable, un tel chiffre, compte tenu de ce que l'on sait aujourd'hui des horreurs de la dictature. Oui, ça peut paraître incroyable, mais pas tant que cela, parce que Et pourquoi, c'est relativement... Alors ça monte, mais c'est relativement constant. Il y a eu toujours cette légende selon laquelle, à certains égards, la dictature était positive, en particulier dans le domaine économique, par exemple, que la dictature a amené la prospérité, le miracle économique des années 60. Ce qui est, d'un point de vue historique, faux. Ça, les historiens l'ont bien montré, mais cette légende continue à survivre. Et puis il y a d'autres légendes, comme par exemple Franco... garant de l'unité du territoire. Alors oui, garant, mais enfin, à quel prix ? Mais c'est une chose qui continue à circuler dans l'opinion publique. Certaines images et certaines légendes de Franco sont encore d'actualité, mais il faut aussi noter que d'autres ont disparu. Par exemple, le Franco des années 20, qui était le chef de la Légion, aujourd'hui, personne ne s'en souvient naturellement. Mais pourtant, aujourd'hui, c'est ce qu'on lit dans la presse, en tout cas, c'est que dans les déjeuners dominicaux en Espagne, il y a notamment une ancienne génération qui affirme avoir grandi dans des structures sociales créées par des franquistes et qui revendiquent cet héritage. Oui, naturellement, il y a toujours une partie de l'opinion publique et aujourd'hui, avec le mouvement de Vox... Ça correspond à quelle réalité historique justement, c'est toutes ces structures sociales qui ont été créées et dont bénéficie aujourd'hui une partie des Espagnols. Oui, enfin... La prospérité, on pourrait franchement beaucoup en parler parce qu'elle est extrêmement courte, elle ne dure que 15 ans, elle s'est faite simplement à partir des années 60 et contre la volonté de Franco. Donc je ne suis pas certain que Franco soit vraiment responsable. Et puis on parle aussi beaucoup des politiques sociales, de la sécurité sociale, etc. Enfin, sous le franquisme, franchement, l'Espagne est un État social extrêmement petit, qui n'a rien à voir avec ce que l'on peut connaître en France dès 1944. Mais il y a ce souvenir, effectivement, de ces quelques éléments de construction d'une politique sociale qui demeure dans la population. Avec une guerre des récits, finalement. Oui, tout à fait. En plus, il faut peut-être souligner, pour compléter ce que disait Stéphane Michonneau, sur ces récits, ces mythes, ils se construisent aussi contre certaines réalités historiques. Le développement économique, c'est oublier qu'il y a une politique d'autarcie dans les premières années du régime, et que cette politique d'autarcie, voulue par Franco, est responsable d'une famine qui cause la mort d'environ 200 000 personnes en Espagne. Un phénomène assez peu connu. Ensuite, pour le contenu social, ne pas oublier que le franquisme, c'est une guerre faite contre la société et contre la démocratisation, contre la démocratie, même en Espagne, qui était là en 1931, depuis 1931, avec la République espagnole. Et ça a été une manière de réarticuler le social sous une autre coupe.
une coupe fasciste et une coupe catholique aussi. Donc c'était une autre manière de contrôler la société, et certainement pas, quand on pense à des politiques sociales, d'émanciper une partie de la société, de l'aider. C'était plutôt vraiment une manière de contrôler, de réguler et d'encadrer sur le très long terme. Ça, c'est un point assez important peut-être à souligner, parce qu'on joue un petit peu sur des non-dits, des mal-dits peut-être, et qui ont pu perdurer, parce qu'il y a aussi une mémoire du franquisme qui a été officielle, je vous l'ai dit, et c'était le régime lui-même s'est établi à écrire sa propre histoire. Il l'a bien fait dans la mesure, je dis bien fait, parce que ça a été un certain succès, ça a laissé une marque. Faut le préciser. Et d'un autre côté, il y a eu aussi d'autres mémoires parallèles. Il n'y a jamais une mémoire. Quand on pense à une mémoire, on pense à une mémoire officielle. Mais les mémoires, elles sont multiples, elles passent par différents vecteurs. Il y a aussi des mémoires familiales. Et ces mémoires familiales, on n'a parfois pas toujours vu le dialogue qu'elles pouvaient avoir avec cette mémoire officielle. Elles pouvaient rentrer en contradiction. Quand on pense à des descendants de républicains qui ont vécu dans leur chair la répression franquiste, ou d'autres mémoires qui ont pu être là, qui ont pu vivre dans des familles qui ont pu grandir, vivre avec le franquisme, et qu'on a, pour certaines catégories de la population, tiré un bénéfice. Certaines parties de dirigeants politiques ont tiré un bénéfice, évidemment, du franquisme. Ça a pu aussi, il y a un régime de faveur, le franquisme, et ces personnes ont pu développer l'idée d'un franquisme bienveillant, prospère, parce qu'en fait, quand elles disaient ça, c'était leur propre histoire, et pas forcément l'histoire de toute la population espagnole. Et pourtant, 50 ans, on est 50 ans après, là. Pourquoi ça polarise autant l'opinion ? Comment on explique ça polarise parce qu'il y a une instrumentalisation politique de part et d'autre. Très clairement, c'est une polarisation droite-gauche. Pierre Salmon parlait de cette mémoire familiale. C'est très notable d'un point de vue des exhumations, par exemple, dont on sait aujourd'hui qu'elles ont commencé très tôt, dès 72, 73, alors que Franco n'est pas encore mort. Et c'est une chose qui ne se reflète absolument pas politiquement. Voilà, une mémoire tout à fait souterraine de la société, mais qui travaille. Et puis, pendant très longtemps, pendant la démocratie espagnole, la volonté de ne pas instrumentaliser les souvenirs de la guerre civile. C'est la période des années 80-90. Et à partir des années 2000, lorsque surgit la grande vague d'exhumation, la gauche ne comprend pas tout de suite la potentialité politique qu'elle peut tirer de ce phénomène, mais elle le comprend relativement vite, puisque ça devient un argument électoral en 2002, 2003, 2004. Et c'est sans doute l'une des raisons qui porte les socialistes au pouvoir, José Luis Zapatero, en 2004. Et là, à partir de ce moment-là, l'instrumentalisation politique est totale. Bon, et donc pour vous, la mémoire de Franco aujourd'hui, c'est un carburant électoral ? Oui. Et rien d'autre aujourd'hui en Espagne ? Ah non, je ne dis pas que c'est rien d'autre, mais c'est un aspect de la question qui est absolument, je crois, tout à fait déterminant. Alors justement, on va voir quels sont les enjeux mémoriels autour de ces symboles, mais d'abord, de quels symboles parle-t-on exactement ? Alors des symboles, il n'en manque pas, parce que ce régime... Je crois qu'on en dénombre 6000, mais je ne sais pas que vaut ce chiffre. Oui. Dites-nous ce que l'on peut avancer factuellement sur ces symboles. Quels sont-ils ? Combien sont-ils ? Où sont-ils ? Alors, qu'est-ce qu'ils représentent ? Oui, alors évidemment un régime pendant 40 ans qui a imposé une vision du passé extraordinairement rigoureuse, et donc il y a des monuments partout, des grands monuments comme le Valle de los Caídos, des monuments d'importance comme des statues équestres, etc. Et puis ensuite une myriade de bustes, de noms de rues, de petites marques que le régime a laissées. Alors, la défranquisation de l'espace public est extrêmement lente. Elle est extrêmement lente. Elle commence à la fin des années 70 dans les municipalités qui sont gagnées par la gauche. Et puis, le mouvement se prolonge tout doucement pendant 30 ans. Aujourd'hui, on peut dire, surtout après la loi mémoriale de 2007, que les monuments les plus importants du franquisme ont été débarrassés de l'espace public. Expliquez ce qu'est cette loi mémoriale de 2007. Alors, cette loi, elle est une loi de reconnaissance de la dignité des victimes du franquisme, avec toutes sortes de mesures d'indemnité, de rattrapage, d'indemnisation économique et symbolique, naturellement. Et elle prévoit, dans l'un de ses articles, justement, de retirer les monuments franquistes les plus évidents, avec une petite nuance qui est de ne retirer les monuments que s'ils n'ont pas de valeur esthétique. C'est-à-dire qu'il était possible, s'ils avaient une valeur en tant qu'histoire de l'art, s'ils avaient une valeur esthétique, on pouvait éventuellement les garder. Alors évidemment, les municipalités conservatrices se sont emparées de cette petite nuance pour valoriser leur monument en disant « mais c'est un monument extraordinaire d'un point de vue esthétique, il faut absolument le classer comme monument historique et ne plus y toucher ». Du coup, finalement, cette loi a eu un impact, naturellement, mais pas autant qu'on pourrait le croire, d'où la nécessité d'une
seconde loi en 2022 qui, cette fois-ci, défranquise totalement l'espace public. Mais évidemment qu'il reste des petites traces. Naturellement. On n'y est pas, oui. Il y a encore peu de temps, il y avait cette fondation Franco qui avait pignon sur rue à Madrid. Comment expliquer une telle persistance ? Alors, il y a peut-être un point pour expliquer. Bon, la Fondation Francisco Franco, elle a été fondée au moment de la transition en 1976, enfin à la sortie de la dictature en tout cas, pour défendre la mémoire de Franco. Elle existe toujours, elle est en voie de dissolution, parce qu'avec une dernière loi de mémoire en 2022, elle interdit plus clairement l'apologie du franquisme. Ça, c'est un point, mais pour comprendre pourquoi ça a pu persister, c'est aussi... Vous avez parlé de la polarisation, qui est un fait indiscutable et de plus en plus important, je pense, de plus en plus marqué autour de cette question, mais il y a aussi de l'indifférence ou de la méconnaissance. Il y a un arc de la victoire à Madrid, à côté de l'université Complutense, qui c'est imposant. Très imposant même, et qui a été... On l'a vu dans le reportage. Voilà, on l'a vu dans le reportage, qui a été établi pour célébrer l'entrée des troupes franquistes en mars 1939 dans la ville. Et cet arc de la victoire, il est évidemment très chargé. Il y a d'autres lieux un petit peu autour de cet arc, mais tout le monde, toutes les personnes, on pourrait faire un sondage qui passe au pied de cet arc. Je pense qu'il n'y a pas forcément une majorité des personnes qui connaissent le signifiant de cet arc de la victoire. Pareil pour d'autres lieux, pour les rues par exemple. Donc ça explique que parfois, il va y avoir une forte polarisation, forte résistance politique, militante pour les noms des rues. À Madrid, il y a eu des rues avec une mairie de droite. On a enlevé quasiment tous les noms de rues relatifs à la guerre civile, en l'honneur du franquisme et ce qu'il y a autour du franquisme, des personnes qui ont accompagné Franco avant la guerre, et pendant la guerre. Je pense à une rue, Millán Astray, qui a été débaptisée. Et avec le retour d'une mairie de droite, cette rue a été réinaugurée. Et donc, on a trouvé aussi, d'un côté, des personnes qui étaient très militantes pour débaptiser cette rue. On peut évidemment le comprendre. Millán Astray, ça a été un des premiers soutiens de Franco avant le franquisme, dès 1920. Il rencontre en 18. Il est avec la Légion étrangère. C'est un des artisans de cette grande brutalité du franquisme. Et puis après, pendant cette guerre civile. Et puis d'un autre côté, des personnes qui ont voulu défendre cette mémoire. Et puis entre les deux, il y a eu un discours qui a été établi aussi en Espagne au moment de la transition. L'idée de... Et ça, en fait, c'est aussi le régime qui avait insisté là-dessus en disant c'est une guerre fratricide. Il y a des bons et des méchants des deux côtés. On a tous été finalement victimes de cette guerre. Et maintenant, il faut arrêter d'en parler. Et donc, ça a créé un peu cette espèce de zone grise de cet entre-deux. Et j'ai lu quelques articles autour de cette rue là de Millán Astray. Et il y a des personnes entre les deux qui disent bon, on en a un peu marre là de cette querelle. Remettez le nom de la rue et on n'en parle plus. Et ça, c'est oublier que d'une certaine manière, cette symétrie, méchant, mauvais, et elle-même une écriture de l'histoire de la guerre civile dont les principaux artisans sont le franquisme. Alors ça a été réutilisé et ça a été aussi repris par une partie de la gauche en Espagne, cette idée de voilà, on est tous coupables, il faut pas réouvrir les blessures du passé, mais à l'origine c'est quand même vraiment un discours que le régime a promu et que maintenant la droite espagnole et l'extrême droite espagnole insistent beaucoup sur ce discours en disant bon voilà, arrêtez de parler du passé, on fiche tout. Et on n'en parle plus. Mais alors justement, que va changer la décision du Premier ministre, donc socialiste, de publier une liste officielle des symboles à retirer ? Déjà, on n'a pas encore cette liste. Pourquoi ça prend tant de temps ? Pourquoi il y a tout ce flou en fait qui entoure cette mémoire-là ? C'est extrêmement long. Vous parlez de la liste effectivement des symboles, mais il y a bien d'autres initiatives. Il y a par exemple la liste de toutes les entreprises qui ont pu profiter de la main-d'œuvre gratuite des prisonniers républicains. Ce sont des entreprises qui existent encore, naturellement, pour beaucoup d'entre elles. Et il y a beaucoup d'autres listes. La liste des victimes, naturellement, on ne connaît pas. On dit 130, 160 000 victimes de la répression franquiste, mais on n'a pas, évidemment, le chiffre exact. L'aura-t-on d'ailleurs un jour ? Donc, c'est un travail extrêmement long, un travail extrêmement minutieux qui demande beaucoup de temps, en vérité. C'est la raison pour laquelle on n'a pas la liste tout de suite en cette année cinquantenaire du début de la démocratie, en tout cas de ce que le gouvernement veut présenter comme une célébration de la démocratie et non pas comme une commémoration de la mort d'un dictateur. C'est une raison, et l'autre raison, c'est qu'on s'y met très tardivement. Si on s'y était mis dès les années 70 ou 80, évidemment que cette liste serait aboutie depuis fort longtemps. Mais on peut dire vraiment que l'État espagnol est en train de bâtir une politique de mémoire
depuis les années 2010, pas davantage. Et comme le disait Pierre Salmon, avant, c'est plutôt on n'en parle pas, silence, pasar página, on dit en espagnol, on tourne la page et on voue l'Espagne à la construction européenne, à l'OTAN, à l'avenir. Ce sont des choses qui n'inquiètent absolument pas les Espagnols des années 80 et 90. Pas du tout. Donc on s'y met très tard. C'est sans doute la raison. Mais là, on a l'impression que la démarche gouvernementale, il s'agit plutôt de dresser un état des lieux, plutôt que de contextualiser, de transformer, de muséaliser aussi. Il n'y a pas cette volonté politique-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin ? Alors si, il y a quand même une politique, il y a une volonté de créer des musées, de contextualiser. En fait, cet événement... Pour l'instant, on parle plus de retirer ces symboles. Voilà. Et ça, c'est l'aspect le plus symbolique et le plus marquant dans l'espace public. D'abord parce qu'il polarise peut-être le plus, je pense. Mais il y a d'autres aspects. Les programmes scolaires sont réinterrogés. Il y a une volonté de créer des musées. Et puis, surtout, ce ne sont pas les 50 ans de la mort de Franco. Ça, c'est la volonté du gouvernement actuel. C'est de célébrer plutôt l'arrivée de la démocratie permise au nouvel horizon permis par la mort de D'ailleurs, Franco. je précise que le gouvernement espagnol ne commémore rien aujourd'hui, Voilà, mais que les célébrations ont lieu à J+1, c'est-à-dire donc demain pour célébrer la démocratie. Oui. C'est la stratégie du gouvernement. Tout à fait. Et en parallèle de cet événement, en fait, il y a tout un cycle d'événements. Des événements, par exemple, pour parler de la participation de républicains espagnols exilés, victimes du franquisme, à la résistance française. Il y a une exposition actuellement en plein air qui est prévue à Madrid. Donc, le gouvernement espagnol remet à une vraie politique de mémoire pour recontextualiser, apporter d'autres éléments, faire un contre-récit, en fait, de ce qu'est du récit qui avait été établi par le régime franquiste. Et pourtant, justement, cette image du dictateur bienveillant, du gentil dictateur, elle est encore présente chez certains Espagnols. Oui, elle est présente. C'est une image qui s'est instaurée assez tardivement dans la seconde moitié. C'est assez inédit en Europe. C'est vraiment une spécificité de cette mémoire espagnole qui n'est pas gérée finalement. Oui, tout à fait, vous avez raison. Fin 60, quand Franco est déjà vieux, il est déjà malade, on sait qu'il a la maladie Parkinson, il est de plus en plus photographié dans les journaux, entouré de ses petits-enfants, en train de pêcher, en train de chasser. Bref, un bon bourgeois, en quelque sorte, catholique, un peu radical, mais enfin qui mène bien son pays. Et puis, c'est important dans l'opinion publique espagnole, mais aussi dans l'opinion publique étrangère. Pas tellement en France, pas tellement au Royaume-Uni, où l'image de Franco reste extrêmement négative. Mais on en parle peu quand même. Par les exilés, naturellement, qui sont extrêmement nombreux, mais par exemple dans l'opinion publique des États-Unis, c'est le strongman. Et finalement, l'important, c'est qu'il soit évidemment très clairement ancré dans le camp occidental et qu'il soit anticommuniste. Donc, on peut travailler avec un homme comme cela. Est-ce que, justement, on peut dire que la démocratie espagnole s'est construite autour de ce pacte d'oubli, donc, notamment à travers cette loi d'amnistie de 1977 ? Comment s'est construite cette démocratie espagnole ? Est-ce qu'elle peut survivre aussi avec tous ces fantômes du passé qui sont encore clairement présents et qui hantent encore les esprits ? Cette amnistie, c'est un contrat politique. Il a été partagé. Il y a un consensus, global. Il y a évidemment des voix discordantes, mais globalement, au niveau des classes politiques, il y a un consensus à la sortie de la dictature, au moment de la transition, pour cette amnistie, parce qu'elle est jugée positive. On n'en voit pas forcément toutes les conséquences. Et c'est un outil politique qui a plutôt bien fonctionné, en tout cas dans son objectif, qui était d'amener à la démocratie dans les premières années. Ça, c'est un point important. Un autre point serait peut-être de dire qu'avec cette amnistie, on n'a pas jugé, on n'a pas condamné. Et la justice a un rôle évidemment en société, et elle a un rôle aussi au niveau mémoriel. C'est un lieu de mémoire, la justice. Et je voyais peut-être un parallèle à faire pour celles et ceux qui nous regardent. On a beaucoup parlé dans les médias en France actuellement d'une messe en l'honneur du maréchal Pétain, à côté de Metz. Une enquête qui a été ouverte justement pour contestation de crimes contre l'humanité. Pétain qui a été frappé d'indignité nationale en France et traduit en justice, à la différence de Franco qui lui donc n'a jamais eu de procès. C'est précisément cette absence de justice aujourd'hui qui pose problème dans le pays.
qui pose problème et qui est réclamé par une grande partie de la population. Les fosses communes dont parlait Stéphane Michonneau, c'est aussi ça. L'ouverture des fosses communes à partir de la fin des années 90, surtout des débuts des années 2000, c'est une volonté de récupération, de justice, à la fois de mémoire, d'histoire et aussi de justice, mais d'une justice sans l'appareil judiciaire d'une certaine manière, parce que aussi, c'est peut-être un déblocage en Espagne, on pourrait parler, c'est que certaines partie de la population, mais aussi de l'appareil d'État, où la transition, on pourrait dire, vers la démocratie n'a pas été complète, et l'appareil judiciaire espagnol est encore habité par certaines personnes qui pourraient être plutôt partisans du régime, ou en tout cas qui bloquent ces exhumations, qui bloquent certaines démarches, qui font vraiment obstacle à ces lois mémorielles. Vous confirmez ? Oui, le régime de transition démocratique est un régime qui veut aller de la loi à la loi, de la loi franquiste à la loi démocratique. Et il n'y a pas de rupture. On n'est pas au Portugal. Et au contraire, le Portugal et la Révolution portugaise fait horreur aux Espagnols des années 70. Le Portugal qui est en paix avec l'héritage de sa dictature. Oui, mais qui a fait une révolution et qui a rompu de manière extrêmement brutale. Donc il n'y a pas de notion d'ancien régime. C'est vraiment la continuité. Et la monarchie est construite dans la continuité du régime, même si finalement elle va opter pour la démocratie, probablement pour survivre. Le roi est avant tout un monarchiste. La rupture, elle serait survenue grâce au travail de la justice qui n'a pas eu lieu, et c'est ce qui explique d'ailleurs, vous parliez de la messe organisée en France en hommage à Pétain, mais il y a des messes organisées aussi en Espagne, bien sûr, en hommage à Franco, mais aussi à Paris, le samedi 29 novembre prochain, une messe en hommage à Franco qui est organisée par le Cercle franco-hispanique. En France. Ah je ne savais pas, c'est intéressant. Oui, le 28 novembre, il y a une cérémonie organisée à Paris, 8e arrondissement, donc par une organisation en fait, on pourrait qualifier de néofasciste, le Cercle franco-hispanique, qui a été fondé pour défendre la mémoire de José Antonio Primo de Rivera, qui était un des fondateurs du fascisme espagnol, et qui ensuite cet appareil a été réutilisé par le franquisme comme parti unique, en gros, pour aller vite. Et ça, c'est un point assez intéressant, parce que Stéphane Michonneau le disait, ça circule, cette mémoire. Cette mémoire, elle a circulé à l'étranger, et quand bien même en France, la mémoire hégémonique a été de mémoire anti-franquiste, il y a eu des volontés dès le début du régime de créer des contre-récits, de créer des légendes, des lieux de mémoire favorables au régime, à son image, des biographies écrites, traduites de Franco. Heureusement, maintenant, on a des vraies biographies historiques, comme celle écrite par Stéphane Michonneau. Donc il y a une diffusion de cette mémoire, des hommages, mais qui reste quand même quelque chose d'assez marginal et qui est réduit à des franges très, très faibles, même des extrêmes droites, même pour ne pas parler des droites françaises, fort heureusement. Stéphane Michonneau peut-être complétera sur cette biographie, mais... Moi, je voulais aussi répondre à la question que vous posiez. Est-ce que l'Espagne peut vivre avec tous ces fantômes ? Moi, je crois. Il y a certaines voies de résolution de la crise mémorielle qui sont évidemment bloquées en Espagne. C'est la justice, puisque la loi de 77 l'interdit. Il y a eu des tentatives par le juge Garzón dans les années 2005. Elles n'ont pas abouti. Donc ça, c'est bien certain. Ce matin, dans un sondage de El País, du grand journal El País... On en parlait avant voilà, une majorité d'Espagnols ont l'air de regretter que les crimes du franquisme n'aient pas été jugés. Non, c'est d'un autre chiffre. Donc alors, allez-y. D'accord. Mais il y a d'autres voies. Vous parliez, par exemple, du retrait et de la défranquisation de l'espace public, la patrimonialisation d'un certain nombre de lieux. La justice est évidemment un lieu de mémoire, mais elle n'est pas l'unique voie de résolution des crises mémorielles. Mais pourtant, pour rester sur ce sujet de la messe en hommage à Pétain qui avait organisé en France, il y a toujours d'ailleurs des leviers juridiques face à ce type d'initiative. Vu que Franco n'a pas été condamné, une messe peut totalement se tenir en France en toute impunité. Absolument. Parce que là, il y a eu une enquête pour contestation de crimes contre l'humanité. C'est dit en France. Là, on n'a aucun outil. N'importe qui peut organiser, enfin n'importe qui dans une paroisse, on peut organiser une messe en hommage à Franco. Ça pose question. C'est vrai. Oui, ça pose question. Elle va avoir lieu, cette messe. Et personne ne va l'en empêcher. Et de toute façon, il n'y a pas d'outil juridique pour l'en empêcher. C'est ça, ma question. Non. Mais est-ce qu'une mémoire démocratique, c'est pas précisément une mémoire qui gère ces dissensus mémoriels? Mais là, il n'y a rien, justement, plutôt que de tenter de les réduire à une seule lecture du passé. Comment on les gère, justement? Avec quels outils? Puisqu'on n'a pas les outils de la justice dans le cas de Franco.
En France ou en Espagne Non, en Espagne, bien sûr. Vous parliez justement des lieux, je pense à ce lieu de mémoire conflictuelle qu'est le Valle de los Caídos. Caídos, que faire de ce lieu d'où a été exhumé Franco en 2019, alors même que la montée du parti d'extrême droite Vox favorise de nouvelles appropriations aujourd'hui de ce complexe monumental, vous en parliez tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait de ce lieu? Alors, le gouvernement espagnol actuel a lancé un concours international. C'est ce que nous expliquait tout à l'heure. Et donc, le résultat, qui n'est pas fameux en vérité, mais enfin, bon, le résultat est tombé la semaine dernière. Donc, voilà, la volonté de patrimonialisation de ce lieu, de le neutraliser d'une certaine manière, même si on peut douter que le projet choisi le fasse, mais enfin, la volonté, l'intention en tout cas, est là. Ça, ce sont d'autres formes de résolution des difficultés mémorielles. Mais toute la question, c'est est-ce que ça peut se substituer à la justice? Est-ce que c'est suffisant? De toute façon, jusqu'à ce que cette loi d'amnistie soit abolie, il n'y a pas d'autre voie possible. Et vous le savez, beaucoup de victimes du franquisme ont recouru à la justice internationale et ont posé des causes, en Argentine en particulier, au nom de la justice internationale, et essaient de contourner cet obstacle en Espagne pour faire des procès, en Argentine en particulier. Oui, justement, parce que c'est ça qu'il faut expliquer, Pierre Salmon, c'est qu'il y a encore des familles qui cherchent leurs morts, qui cherchent leurs enfants. Qu'est-ce qu'on leur répond à ces gens-là? Alors, il y a eu plusieurs politiques et parfois elles sont encouragées au niveau local, dans certaines localités, mairies, donc des politiques d'exhumation des morts, d'identification, et un rapport aussi à l'identification des morts qui est très important. On cherche des traces, même des traces ADN. C'est assez spectaculaire, On voit des fosses communes. Je ne crois pas qu'on l'ait dit dans cette émission, mais l'Espagne est le pays avec le deuxième plus grand nombre de fosses communes au monde, derrière le Cambodge. Donc c'est un chiffre évidemment surprenant, qu'on ne connaît pas toujours, et donc il y a une volonté d'exhumation, et ça a été permis encouragé par la loi de 2007, et puis un petit peu plus clairement par une nouvelle loi dite de mémoire démocratique en 2022. Et ça après, le fait est qu'en Espagne il y a aussi un pouvoir important aux communautés locales et aux régions, et donc ça dépend un petit peu des régions, où parfois c'est encouragé dans certaines régions, et dans d'autres régions, notamment des régions où il y a des coalitions entre droite et extrême droite, il y a des blocages face à ces politiques d'exhumation, et puis ça se joue aussi à l'échelle un peu plus fine des mairies, et pas toujours, même s'il y a un clivage droite-gauche qui est très très marqué, mais c'est pas toujours ce clivage droite-gauche. Il y a une impossibilité justement d'harmoniser la gestion de ce traumatisme national. En Espagne, les problèmes mémoriels ne se jouent pas nécessairement à l'échelle de l'État. Et l'État est tout un petit peu à la remorque de ce que font les communautés autonomes. Donc il y a des communautés, comme l'a dit Pierre, que ça prenne tant de temps. En Andalousie, en Catalogne, au Pays Basque, etc., qui sont très très en avance dans ce processus. On parle de 6000 fosses communes en Espagne, beaucoup en Andalousie en particulier. D'autres régions sont complètement à la remorque. Mais en général, et ça c'est très différent de la France, les questions mémorielles se réjouent plutôt à l'échelle locale ou régionale qu'à l'échelle nationale. Donc, selon où l'on est en Espagne, à Haïti, on peut espérer ou pas une réparation, c'est ça? Absolument. Et ça, justement, comment on peut réparer la mémoire de tout un pays si ça se joue comme ça à l'échelle locale? Comment on peut réconcilier tout le monde? Comment on peut espérer de sortir justement de ce traumatisme national? Oui, alors, c'est un sacré défi. Oui, c'est ce que disaient les témoignages du reportage de notre correspondante à Madrid. Oui. C'était des Espagnols qui attendent une volonté politique, finalement. Et la volonté politique, ce que j'en comprends, c'est qu'il faudrait harmoniser, qu'il faudrait qu'il y ait des initiatives nationales pour prendre en charge cette mémoire. Alors, initiative nationale, il y en a malgré tout, puisque cette loi de 2022, elle est tardive, la récupération. Attention, évidemment, les politiques d'indemnisation économique ont déjà eu lieu. Les victimes ont été très largement indemnisées. On parle de 25 milliards d'euros versés à plus de 600 000, 650 000 personnes. Donc, on parle là, aujourd'hui, plutôt de réparation symbolique et de rendre la dignité de ces victimes. Mais votre
question est une question d'une Française. En Espagne, la question nationale est fort compliquée et l'identité qui prime n'est pas nécessairement l'identité nationale. Une identité régionale, comme en Catalogne ou au Pays Basque, peut largement primer sur le sentiment d'être espagnol. Et donc, c'est un jeu politique très complexe qui n'existe pas en France, où les régions ont leur poids considérable. Oui, et peut-être une question, hein, c'est doit-on faire rentrer aussi tous les récits individuels, même toutes les mémoires personnelles dans un cadre global, au risque peut-être de gommer aussi certaines trajectoires, parcours. La répression en Andalousie n'a pas été celle du Pays Basque, par exemple. Donc je pense que c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose, il faut un récit global, hein, ça c'est important. Parce qu'il n'y a pas en l'absence de cadre judiciaire global, en fait. Oui, voilà, il y a différentes choses, en fait. Ma question. Ce que vous soulignez ici, c'est aussi qu'il y a la justice, mais le régime a laissé des marques un peu partout. Et ces marques, elles peuvent être réparées ou pas. Il y a déjà un chemin qui est un chemin personnel, le chemin des familles. Et ça, c'est pas à l'État de dire à quelle ou quelle famille, quel chemin elle doit faire pour réconcilier, revenir se réapproprier sa propre mémoire. Répondre aux questions qu'elles ont sur ce que sont devenus leurs proches. On peut imaginer que c'est déjà une sacrée étape à franchir. Bien entendu, il y a ce chemin-là, mais il y a d'autres chemins qui sont menés. Et puis après, il y a le travail des historiennes et des historiens, il y a le travail de la justice, il y a le travail des politiques. Ce que je veux vous dire là, c'est qu'il y a plein de voies qui sont ouvertes. Elles vont pas nécessairement dans le même sens. Elles peuvent être parallèles, parfois un peu concurrentes. Et derrière tout ça, en fait, des familles, des personnes, des enfants, des descendants, des petits-enfants se réapproprient en fait leur propre histoire. L'important est peut-être que cela soit possible, que les voies soient ouvertes. Et après, les personnes se saisissent des voies judiciaires, des récits historiques, ou plutôt des travaux de scientifiques historiques qui ont été établis. L'important est que ce chemin soit possible, je dirais. Ensuite, chacun emprunte le chemin qu'il veut. Et il l'est possible, ce sera le mot de la fin. On arrive vraiment à la toute dernière seconde de cette émission La Voix est possible pour apaiser les mémoires. Moi, il me pense que ça s'ouvre. Oui, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Oui. Mais c'est pas encore ouvert, encore du chemin à faire pour tourner la page Franco en Espagne. Merci à tous les deux pour vos analyses sur cette mémoire très contrariée. C'est la fin de notre discussion. On se retrouve dans un quart d'heure pour un journal complet sur France 24. Restez avec nous.